Écoute, bonjour Isabelle, je te présente Isabelle Bonjour Dagou, Joël. avocate, et je suis ravie de t'accueillir dans ce sommet autour des routines et des rituels pour les femmes entrepreneurs, routines de succès, celles qui nous accompagnent et qui nous soutiennent dans notre quotidien pour arriver à créer ce qu'on veut dans notre vie. Et Mhm. écoute, je vais te laisser te présenter, tu le feras mieux que moi. De manière très administrative, j'ai 55 ans, je suis mariée, deux enfants. J'ai toujours vécu en région parisienne, dans les Hauts-de-Seine, puis dans les Yvelines. Dans le cadre de mes études, j'ai toujours travaillé. J'ai très rapidement, puisque dès mon bac en poche, j'ai cherché un job d'été, ce qui m'a amené à accumuler pas mal d'expériences dans des domaines extrêmement variés. J'ai ainsi été vendeuse en boulangerie, puis en prêt-à-porter, puis fourniture de bureau et mobilier de bureau. J'ai également été habilleuse pour des défilés de mode prêt-à-porter. Euh, et puis, ce doit être à peu près tout ce que je peux ah non, non, j'avais oublié un point important qui est un peu en relation avec la suite dans la mesure où j'ai également été chargée de compte dans un établissement bancaire. C'était des jobs d'été qui m'ont pas mal occupée puisqu'en tout j'y ai passé 5 mois, donc j'ai acquis une bonne vision de ce que peut être le service caisse dans une banque. Et pour la suite, ça m'a été assez utile puisque déjà c'était très centré sur le monde de l'entreprise. Pour continuer cette présentation, je peux peut-être indiquer que j'ai créé ma propre structure relativement jeune, mais je crois que nous y reviendrons dans le suite de la présentation. Oui, tout à fait, exactement. Euh, Qu'est-ce que, justement, puisque tu parles de ta structure, tu peux nous en parler tout de suite d'ailleurs, du coup. Mhm. Pourquoi tu as décidé de créer ta propre structure et comment tu t'y es prise? Alors, il faut savoir que dans la famille, il y a pas mal d'entrepreneurs, liés au fait que la profession d'avocat, dans un cursus très classique, très standard, généralement commence par une partie en collaboration, soit collaboration libérale, soit collaboration salariée, et se poursuit par la création de sa propre structure ou par un cabinet groupé. C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne, après une période euh, où j'étais collaboratrice, lorsque les choses ont commencé à devenir beaucoup moins fluides et voire franchement conflictuelles avec mon patron, c'est tout naturellement que j'ai pensé à créer ma propre structure. Voilà. Et tu t'es lancée toute seule. Je me suis lancée avec mon assistante, avec laquelle je travaillais déjà depuis plusieurs années, avec laquelle les relations étaient bonnes, alors qu'elles se, comment dirais-je, alors qu'elles se ternissaient, voire se détérioraient, voire se dégradaient, voire se délitaient avec notre patron commun. Et donc, nous sommes partis toutes les deux, bras dessus, bras dessous. Euh, et puis, mais comme il est d'usage dans la profession, les clients, mes clients ont suivi et ont permis de créer le cabinet Ah oui. dans de bonnes conditions. Oui, tu avais un atout de démarrage. Oui, 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 oui. J'avais déjà une clientèle pour démarrer. Ouais, ouais. Alors, est-ce que au terme ça fait combien de temps que tu es à ton compte, du coup, entrepreneur? Ça fait maintenant une vingtaine d'années. D'accord. Et est-ce que pour toi, enfin, tu as réussi? Est-ce que tu as du succès dans ton entreprise? Et est-ce que ça
de quelle manière ça rejaillit sur ta vie? Alors pour moi, la notion de succès n'est pas directement liée à des richesses matérielles. Euh, la richesse, pour moi, la réussite plus précisément, c'est plutôt d'avoir des contacts de qualité, et ça à tous les niveaux, dans les différents cercles auxquels je peux appartenir, que ce soit le barreau, mes clients, mon entourage professionnel au sens large, les personnes que je suis amenée à côtoyer, les différents groupes auxquels j'appartiens, et puis bien évidemment ma famille, mes amis, mes voisins aussi. Mais je ne fais pas de la réussite matérielle un indice de la réussite de sa vie. Et d'ailleurs, je crois que nombreux sont les avocats que l'on entend en ce moment qui disent qu'ils aiment leur profession, même si leur niveau de revenu n'est pas du tout ce que l'on pourrait imaginer. Mais encore une fois, la richesse des contacts, des rapports humains, sont pour moi une fin en soi. Hmm, important. Et du coup, est-ce que tu pourrais dire que c'est que c'est que l'abondance pour toi, c'est donc l'abondance de liens, l'abondance de présence, l'abondance d'amour, l'abondance de... Exactement, Ouais. exactement. J'ai l'ambition, j'espère ne pas paraître trop utopiste à ceux qui nous écoutent, mais j'ai l'ambition de créer une bulle autour de moi, dans laquelle tous ceux qui souhaitent me suivre sont bien évidemment invités, et une bulle dans laquelle il ferait non pas bon vivre, mais meilleur vivre qu'ailleurs, qu'en dehors de la bulle. Et pourquoi pas bon vivre? Parce que c'est peut-être excessivement ambitieux, et c'est peut-être ça justement qui serait utopique. C'est d'avoir la prétention de pouvoir changer le monde, améliorer mon environnement et améliorer celui de ceux qui me sont proches. Ça me paraît à la fois motivant et accessible. C'est, tu suis le précepte de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Mhm. Oui, je ne l'avais jamais entendu, mais ça me parle. Hmm. Tu sais agir. Donc, donc, si j'entends bien, d'une certaine manière, être entrepreneur, avocate, agissante pour toi, c'est justement faire ce que toi tu peux faire dans ta zone, dans ton cercle, des différents cercles, famille, Mhm. profession, etc., Mhm. de façon à créer le monde dans lequel tu as envie de vivre et le monde que tu as envie de créer pour tes enfants. C'est, j'ai bien entendu? Tu as parfaitement bien compris ce que je souhaite mettre en place, et il est important pour moi aussi d'avoir l'impression d'être à ma place. C'est quoi être à ta place? Être à ma place, c'est pour moi générateur d'équilibre, et l'équilibre est vraiment une valeur fondamentale, mais l'équilibre dans tous les niveaux. Euh, Être à ma place, c'est faire ce que je dois quand je le dois, à peu près, euh, contribuer à hauteur de ce que je peux pour tout. Voilà. Oui, c'est un guide, c'est un guide de vie, c'est un précepte, c'est un mantra. Voilà. Être à ma place et faire ce que je dois, mais pas du tout dans une perspective rigoriste Ou morale? ou morale. Non, 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 c'est pas ça du tout. Non, c'est pas comme ça que je le conçois. C'est plus dans un schéma global de fonctionnement du monde et des relations et de mon entourage. Je pense que chacun d'entre nous a un rôle, même un rôle modeste, mais un petit rôle à jouer, et qu'il faut le jouer. Et ça, c'est facteur de paix avec soi-même et d'équilibre Et du coup, de création d'équilibre et de paix autour de nous et dans le monde. autour de nous. Exactement. Ouais. Super, merci Isabelle. Et dans cette perspective justement de création, comment est-ce que tu prends soin de toi? Quelles sont tes routines de soins de toi dans ta vie?
personnel? Alors, j'ai un certain nombre de petits trucs matériels. Ça commence le matin. Il faut que j'ai un petit moment de tranquillité autour du petit déjeuner. C'est très trivial, mais c'est important. Le petit déjeuner, c'est un moment, hormis le week-end bien sûr, mais le petit déjeuner en semaine, c'est mon rituel, c'est mon petit moment à moi. Généralement, je suis seule dans la cuisine. Il faut que je Bonheur. sois assise. Oui, oui, oui. L'agitation n'a pas encore commencé. Je profite d'un moment de calme et puis je prends des forces pour la journée. Et ça, c'est ça. Je me réveille avec des pensées qui sont pas ordonnées, hein, mais bon, je n'ai pas honte de dire qu'au réveil, mes pensées ne sont pas ordonnées. Et je commence comme ça. Il faut que je puisse prendre mon temps le matin pour être plus disponible pour la suite. D'accord. Et ensuite? Et ensuite, dans mes journées, j'essaye toujours d'alterner les choses désagréables avec les petits moments de récompense. Hmm. Euh, et puis, et puis le sens du travail accompli. Alors le sens du travail accompli, c'est pas quelque chose d'obligatoirement. Il s'agit pas de gravir l'Everest chaque jour, hein, mais obligatoirement notre quotidien est une mosaïque de tâches qui nous motivent, qui nous plaisent, qui nous conviennent, et d'autres qui nous ennuient davantage, voire qui nous rebutent. Et j'essaie toujours de compenser l'un par l'autre. Alors, lorsque j'ai terminé quelque chose qui m'ennuyait, euh, déjà je le barre dans ma liste de choses à accomplir, parce que je tiens une liste, et c'est important d'avoir ma petite liste quotidienne de choses à faire. Et une fois que c'est barré, je m'accorde un moment de détente, un moment positif. C'est peut-être un appel téléphonique, c'est peut-être un mail à une amie, ça peut être un thé, ça peut être un moment d'échange avec mes collaboratrices. Tout ça pour prendre la force qu'il faut pour continuer. Hmm. Ouais. Récompense. Prendre le temps de reconnaître le travail que tu accompli Hein, et me puis poser un instant. trouver à te poser. Ouais, ouais, j'entends ça. Et pour ton entreprise, pour ta boîte d'avocate, quelles sont tes routines de bonne santé? De bonne santé. Comme je te le disais un peu plus tôt, ça fait longtemps que je travaille avec la même assistante. Oserais-je le dire, ça fait 30 ans maintenant, un peu plus. Ah oui. Et évidemment, ce temps passé permet une grande proximité, une grande complicité. Et d'ailleurs, j'ai pu éprouver la valeur de cette complicité, de cette complémentarité lorsqu'il lui est arrivé de s'absenter pour diverses raisons et qu'il m'a fallu la remplacer. C'était plus du tout la même chose. J'ai été très heureuse de la retrouver. Donc le fait de bien se connaître, le fait d'être une petite structure dans laquelle les rapports humains sont essentiels, ça facilite le quotidien, la routine absolue, c'est de se ménager des petites pauses dans l'année, dans la journée, pour ne pas être complètement déshumanisé au travail. Nous sommes des êtres humains, nous travaillons ensemble. C'est important d'avoir plaisir, même si elle fichu quart d'heure. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais c'est important de se ménager des pauses. Et il y a les événements de l'année civile ou religieuse d'ailleurs nous procurent des petits moments. Donc on fait un déjeuner de fin d'année. Il n'y a pas très longtemps, on a tiré la galette des rois. On essaie de célébrer, pourquoi pas en allant faire une petite promenade dans le parc de Versailles, l'arrivée des vacances, ce genre de choses. Donc ce sont des rituels simples, mais sains, qui fait que ce n'est pas, je crois, une corvée de venir travailler. Sachant qu'en plus, il y a une consigne absolue ici, c'est on laisse ses soucis à la porte. On tâche
de ne pas emporter ses tracas professionnels à la maison et les soucis sont déposés sur le palier. Il y a une porte blindée qui fonctionne dans les deux sens. Hmm. Ouais. J'entends complicité, confiance, Oui. présence, prendre le temps, Mm. la force du lien et la même chose que ce dont tu parlais pour ta vie au quotidien, c'est-à-dire euh, de te ménager des pauses Mm. 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 qui te ramènent en lien et avec toi-même Oui, et avec ceux qui sont autour de toi, avec qui tu as pu. exactement. Et plaisir aussi, tu as dit ça, plaisir. Oui, 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 c'est important. C'est C'est important. important d'avoir plaisir à travailler. Oui, oui. Et est-ce que tu as un rituel dans rituel, donc j'entends quelque chose d'un peu plus euh, exceptionnel que routine. La routine, ce sont toutes ces habitudes qu'on met en place, sur lesquelles on s'appuie. Le rituel, c'est donc cette chose peut-être qui est plus de l'ordre du sacré ou dans laquelle tu mets plus de conscience et de présence encore que dans ton quotidien. Hum, Là, a priori, non, je ne vois pas. D'accord. Non, En non. fait, tu ritualises tes routines. Oui, c'est un peu ça, plutôt. Ouais. Ça rassure, ça Hmm, rassure énormément. hmm. Ouais, ça fait une structure dans laquelle tu peux évoluer avec solidité. Oui, exactement. Oui, c'est ce que je recherche. Hmm, ouais. Et tout ton parcours, dans ce que tu as appris à travers l'accompagnement de des dizaines de, je sais pas combien, centaines de clients depuis tes 30 ans d'activité, Oui, on peut dire une centaine, plusieurs centaines, effectivement. une centaine, Ouais. quel est ton super pouvoir, ta super capacité qui, qui fait que tu es unique dans la façon dont tu accompagnes et dans la façon dont tu vis les choses? Euh, je crois que mon super pourvoir au quotidien et dans tous les domaines, c'est le sourire. Ouais. Euh, le sourire facilite les rapports humains et puis il permet d'établir une confiance. Et puis il m'oblige aussi à donner une image positive de moi-même. Et comme je donne cette image positive, tout de suite, ça va mieux. Quand on sourit, quand on lève la tête, c'est toujours mieux que si on a la mâchoire crispée et que l'on regarde ses pieds. Euh, Sourire, c'est accueillir la vie et c'est aussi une manière de faire passer des messages qui ne sont pas toujours évidents à transmettre. Donc, incontestablement, mon super pouvoir, c'est le sourire, Hmm. en toutes circonstances, à l'égard de toute personne. Et ça permet, je crois, de modifier la perception que l'on a de quelqu'un. Euh, D'autant plus, j'ai pu observer ça aussi chez Mm. toi à chaque fois que on s'est retrouvés dans d'autres circonstances. Effectivement, la, la qualité de ta présence, quelque chose de très posé, très tranquille et très souriant. Ouais. Et c'est vrai que du coup, dans ce que tu pouvais dire tout à l'heure, qui est euh, l'importance du lien et de prendre le temps, ça me semble presque aller de soi en fait. Tu vois, Mm. Oui. à aucun moment je me dis, il y a des avocats que j'ai pu croiser Mm. qui couraient tout le temps. Euh, Mhm. c'est pas l'impression que j'ai de toi, quoi. J'ai Mm. l'impression que tu prends le temps de faire les choses, justement avec qualité aussi, comme dans ce que tu. Oui, oui, exactement, exactement. Ouais. La Et qualité, ça, c'est, la qualité du travail. mais c'est peut-être aussi parce que, mais pour moi, exercer une profession libérale, ça veut dire
avoir la liberté de choisir ses clients, c'est-à-dire de déterminer avec qui et pour qui l'on travaille. Euh, et donc, lorsque je prends un dossier, ce que je ne m'oblige pas à faire, mais si je prends un dossier, c'est parce que je le veux et parce que je m'en occupe bien. Ouais. Et ça, c'est fondamental. Ouais. Oui, donc entrepreneur, c'est aussi la liberté de choisir qui te permet de créer la vie que tu as envie d'avoir, quoi. Exactement. Hmm. Merci. Et dans ta vie, depuis toutes ces années, quel est un des plus grands défis que tu as pu rencontrer qui s'est avéré Hmm. être un des plus grands cadeaux? Ensuite, a posteriori, quand tu le regardes Hmm. maintenant, quoi. Avec le Une fois que la recul, montagne ouais. est traversée. Exactement. J'ai de gros soucis de santé, en ce sens que lorsque j'avais 45 ans et que donc j'étais maman de deux garçons qui n'avaient que 5 ans, on m'a diagnostiqué un premier cancer du sein assez agressif. Et j'ai subi des traitements longs, difficiles, assez traumatisants, en essayant de garder le sourire. Je crois que je l'ai gardé. Et j'ai véritablement eu l'impression d'avoir gravi la montagne Hmm. lorsque les traitements se sont arrêtés. Mais malheureusement, 2 ans après l'arrêt des traitements, alors que j'étais encore suivie, bien évidemment, mais je n'avais plus de contraintes quotidiennes que de nombreuses femmes ont pu connaître. Donc 2 ans seulement après l'arrêt des traitements, on m'a diagnostiqué un deuxième cancer du sein, encore plus agressif, avec la promesse de traitements encore plus difficiles, encore plus longs, encore plus lourds que les premiers. Et là, j'ai vraiment cru que le ciel me tombait sur la tête. Euh, et j'ai eu l'angoisse de ne pas voir mes enfants grandir. Hmm. Ils avaient à l'époque 8 ans. Et ça, c'était très, 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 très difficile à vivre. Euh, j'ai, j'ai eu la chance d'être prise en charge par une équipe médicale qui s'est bien occupée de moi. J'ai eu la chance d'être soutenue par mon conjoint et par quelques autres personnes du cercle amical. Mais ce qui a été le plus difficile à vivre dans cette période, ça a été le déchirement, l'écartèlement entre la certitude que ma dernière heure était arrivée et la nécessité de me battre, parce que de toute façon, je n'avais pas autre chose à faire, mais c'était vraiment, vraiment très déterminé, très, très difficile. Aujourd'hui, je vais bien. Tout ça, c'est derrière moi, donc la montagne, elle est passée. Et ce que j'en tire, parce que c'est ça fondamentalement, cela me permet de relativiser. Ça, ça me conduit à prendre pour ce qu'elles sont les petites contrariétés du quotidien, ou les plus grosses d'ailleurs, parce que moi aussi j'ai de plus grosses contrariétés, mais il me semble que d'avoir traversé une telle tempête, ça me permet de regarder les averses pour ce qu'elles sont. Et c'est peut-être ça qui donne aujourd'hui cette recherche de qualité, parce que lorsque nous sommes en bonne santé, la santé nous paraît aller de soi. C'est pas un cadeau, c'est un acquis qui va de soi-même. Et puis, lorsque l'on perd cette santé, et ça va très très vite, plus rien n'a de sens, plus rien ne se fait, et plus rien ne peut se faire. Je crois que j'ai mesuré
l'importance d'être en bonne santé, l'importance de pouvoir faire ce que je veux quand je veux, globalement. Et ça me permet de mieux apprécier les choses et les gens, bien entendu. Et, euh, et est-ce que ça t'amène aussi du coup à être encore plus attentive à la qualité de ta vie au quotidien? Oui, bien sûr. Mm. Je refuse je refuse vraiment de me gâcher la vie pour des bêtises. Je refuse que l'on me gâche la vie pour des bêtises aussi. Et j'essaie, j'essaie gentiment, bien sûr, de, de dire aux personnes qui m'entourent que bien souvent, on se pollue l'esprit, on se gâche la vie pour des choses qui n'ont pas d'importance. Mm. Ouais. Et comment tu vis tout ce que tu as enfin, tout ce que tu as partagé jusqu'à présent, cette importance de connexion, de lien, comment est-ce que ça se traduit dans ta façon de travailler aussi avec tes clients? Euh, Que toi, pour moi, un client, c'est pas un dossier. Pardon? que toi, tu travailles essentiellement tu travailles avec les petites et moyennes entreprises. Enfin, je veux dire, Oui, 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 je travaille avec des PME. Exactement, je travaille avec des TPE, PME. Et un dossier, c'est avant tout une personne, un interlocuteur, une problématique. Euh, et puis, je me rends compte aussi que l'approche psychologique est très, très importante parce que de toute façon, un être humain, c'est un tout. Et, et de la même manière que les rapports humains dans un cercle privé peuvent se dégrader pour pas grand-chose, je me rends compte aussi que dans les entreprises, euh, il suffit de peu pour que les choses aillent mal, il suffit de peu pour que le dialogue soit rompu. Et bien souvent, l'arrivée d'une tierce personne attentive permet de rétablir. Alors attention, je ne suis pas en train de raconter que je détiens une baguette magique qui me permet d'aplanir toutes ces difficultés, mais en tant qu'avocat, pour me trouver régulièrement dans les tribunaux, je suis persuadée qu'il vaut toujours mieux trouver une solution, consentir à cette solution, plutôt que d'aller s'écharper devant un juge, parce que de toute façon, le juge ne nous donnera jamais gain de cause à 100%. Le juge, parce qu'un dossier n'est ni noir, ni blanc, écoutera l'un et l'autre, tranchera, ça fera souvent deux mécontents, tandis que si on arrive à trouver une solution par le haut, tout le monde sera content, ce sera beaucoup plus efficace et ça permettra plus rapidement de tourner la page et de passer à autre chose. Donc, il est important pour moi d'être attentive à ce que me disent mes interlocuteurs. Et puis, ce qui me passionne véritablement, c'est d'essayer de trouver une clé un peu inventive, idéalement, pour réussir à apporter véritablement une solution définitive à leurs problèmes, c'est-à-dire apporter un point final à un contentieux ou bien construire, mettre en place quelque chose dont on sait que ce sera pérenne. Donc en fait, c'est la première fois que j'envisage l'avocate, l'avocate, comme comment je pourrais dire ça, comme créatrice de paix. Tu vois, c'est ce que j'entends, c'est l'objectif, c'est dans ce que j'entends dans ta façon d'en parler, c'est comment Oui, pouvoir trouver une solution gagnant-gagnant exactement. et Ah oui, faire en sorte qu'il y ait une vraie paix retrouvée, quoi. exactement. Il est important d'avoir un bon avocat qui veut du lien et qui veut aussi le gagnant-gagnant.
Oui, mais ça, je pense que c'est directement lié à mon choix professionnel d'origine, D'accord? euh, dans la mesure où, lorsque j'étais au lycée, j'avais 17 ans et compte tenu de mes aptitudes, de mes cours, les études juridiques me paraissaient adaptées. Avec tout de même une problématique, c'est que pour moi, les études juridiques menaient à deux professions, soit la magistrature, ce qui ne m'attirait pas particulièrement, soit la profession d'avocat. Mais à l'époque, c'était presque l'image d'Épinal, je n'avais qu'une vision très réductrice de la profession. Et pour moi, les avocats, soit défendaient des criminels au tribunal, et ça, non merci. Je porte pas de jugement de valeur, hein, mais simplement, ce n'est pas ce que je voulais faire. Ou bien, autre possibilité, l'avocat consolait des femmes en fleurs dans des procédures de divorce. Et ça m'allait pas du tout non plus. Donc j'étais un peu ennuyée et j'ai eu la chance pour lever cette contradiction et m'ouvrir un nouvel horizon de rencontrer une femme conseil juridique qui m'a expliqué ce que c'était que le droit des entreprises, qui m'a expliqué qu'on pouvait mettre au service des entreprises, donc sans cette pesanteur psychologique, prise en charge et d'intrusion dans la vie des gens, mettre du droit avec de l'économie pour que les choses fonctionnent mieux. Donc, j'avais 17 ans. J'ai décidé que je serais conseil juridique. Voilà, la voie était tracée, donc bac B, c'était simple, hein. J'avais défini un cap, études juridiques, licence, maîtrise, troisième cycle. Et le 29 mars 1981, j'ai été conseil juridique. Bravo. J'étais arrivée. Voilà. Alors, l'histoire m'a quand même fait un petit pied de nez parce que entre le moment où j'ai choisi cette profession et le moment où je l'ai effectivement exercée, donc 29 mars 1991 et non pas 1980 quand même, l'environnement législatif avait changé et la profession de conseil juridique, donc interlocuteur des entreprises, a disparu pour fusionner avec celle d'avocat. Donc je suis devenue avocat sans le vouloir, mais j'ai gardé cette spécificité de droit des entreprises euh, parce que c'est véritablement ce qui m'intéresse et ce que je sais faire. Voilà. Donc, je suis bien évidemment avocat, j'ai une robe, je plaide, mais ça n'est pas ce que je préfère faire. Je suis beaucoup plus à l'aise en face à face avec mes clients ou en réunion quand il s'agit de vendre une entreprise, par exemple. Hmm. Hmm. Et je crois que cette orientation professionnelle que j'ai suivie, que j'ai conservée, influence profondément ma personnalité. Enfin, je sais pas trop ce qui est de personnalité, d'influence ou d'influence et de personnalité, mais en tout cas, ça me semble être relativement cohérent comme tableau. Et j'aimerais te poser avant de dire au revoir, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu avais un conseil à donner en tant qu'entrepreneur Oui. aux femmes qui regardent, qui écoutent, ce serait quoi? Mhm. Ce serait surtout de prendre soin de vous, de déterminer d'une part vos propres rituels pour que vous alliez bien. Donc prenez le temps de vous occuper de vous, prenez le temps de vous faire plaisir. Prenez le temps aussi de faire plaisir autour de vous. La vie est un combat, oui, bien sûr, mais j'ai la conviction qu'il est essentiel pour être plus efficace d'avoir un cercle où l'on n'est pas en guerre permanente. Et puis protégez-vous parce que j'ai fait part un peu plus tôt de mes pépins de santé. Ça nous tombe dessus à n'importe quel moment. Ça peut faire très mal.
Et il faut absolument mettre en place avant, quand tout va bien, des systèmes d'assurance de telle sorte que les soucis de santé ne virent pas à la catastrophe. Et puis, euh, et puis soyez heureuse de vivre quand même, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est parce que nous sommes heureuses que nous pourrons faire le bonheur de nos proches et donner un sens à notre vie. Merci pour cette jolie, jolie, jolie fin. Je te remercie infiniment, Isabelle, de ce partage, de tout ce que tu as partagé avec nous. Je suis très touchée. Mhm. Et, euh, et il y aura bien évidemment sous les vidéos, tous les liens pour te joindre pour celles qui ont envie de travailler avec une super avocate en lien, présente et souriante. Et puis, je te dis à bientôt. À très bientôt, Joël. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.